L'accident de mon fils Étienne est survenu un dimanche soir. Il venait de chez un ami à Saint-Nigory. Il était dans le chemin Rivière-Rouge, un chemin de campagne. Puis il s'est endormi. Puis là, il a perdu le contrôle, puis son auto a percuté une maison. Il était blessé sérieusement là, au front, à l'œil. Puis ça l'a percuté assez fort, disons. C'était réellement le cerveau qui avait goûté, là, qui était comme une masse de jello là, qui s'était fait brasser. Tu vois ton grand gars étendu, qui est sur le respirateur artificiel. Il est dans le coma. Là, tu sais pas, là. Tu te questionnes, tu sais pas, il va-tu rester là? On va-tu le ramener? Tu sais, les parents, nous autres, on est supposés de partir avant nos enfants. Mais c'est pour ça que je dis la pire chose, c'était réellement la crainte de le père là, qui décède. Ça fait 25 ans que je suis policier. J'ai vécu différentes situations au cours de ces 25 années-là. Mais la pire chose, je vous le dis, là, aller annoncer la mort suite à un accident routier. D'arriver au domicile, l'appartement, peu importe, cogner à la porte. On anticipe tellement ce qui va se passer. D'annoncer le décès d'un fils à son père. Quand il rouvre la porte, le monsieur, là, l'échange, on n'a pas dit un mot encore. Là. Je suis juste en uniforme. Puis là, c'est là. Il est-tu arrivé quelque chose? C'est évident. C'est tellement évident, mais oui, mais comment qu'il va? T'as pas besoin de parler. Il est-tu mort? Il raconte lui-même. Il se rend bien compte. Et c'est là, comme policier, c'est le plus difficile. Soutenir la personne qui vient de vivre probablement la pire nouvelle de sa vie. C'est difficile. Dans la nuit du 23 au 24 juillet 2010, peu avant 4 heures du matin, à l'intersection du boulevard Graham et du chemin Canora à Ville-Mont-Royal, un véhicule termine sa course dans un arbre. Son conducteur, un jeune homme de 18 ans, en a perdu la maîtrise. 3 jeunes femmes de 16 ans, Justine Roson, Claudia Di Iorio et Evelyne Méthode, prenaient également place dans la voiture. Elles conserveront des séquelles de l'accident toute leur vie. Je lui avais parlé la veille à 19h. Puis j'ai dit, bon, alors, on va se voir. Elle a dit, oui, on va se voir. Et là, elle me rappelait peu après, elle dit, papa, j'ai des amis qui m'invitent à une fête. Je vais aller à une fête. Elle dit, on va se voir demain matin. Elle dit, passe une bonne soirée, je t'aime. Ce moment-là, il est tellement clair dans ma tête, là. Le téléphone sonne, il est 6h30 du matin. Immédiatement, le médecin s'est identifié par son nom, c'est le docteur et de l'urgence de l'hôpital général. Votre fille Claudia a eu un accident. Elle a de multiples fractures au bassin. Elle a un sévère traumatisme crânien. Elle a des saignements intracrâniens. Est-ce que c'est grave? C'est grave, monsieur. Vous devriez vous emmener rapidement. C'est vraiment grave. Elle dit, vous devriez vous emmener rapidement. J'étais à l'extérieur du pays lorsque c'est arrivé. J'étais dans une basilique. J'ai reçu les nouvelles. J'ai vécu ma rage là-bas, ma réflexion là-bas. Ça a été difficile. Moi, ma fille était hors de danger au niveau de la vie. Était rafistolée. Il y avait 11 heures d'opération qui s'étaient écoulées, était stabilisée. Je connaissais la condition de Justine, de Claudia aussi. C'était difficile pour... J'avais 3 colombes pour lesquelles prier. J'étais à Padoue aussi, par hasard. On est rentré à l'urgence et c'était une zone de guerre. C'était vraiment une zone de guerre. Puis les médecins sont tous venus vers moi. Là, puis vous êtes le père? Oui, OK, monsieur. Vous êtes le père de... Oui, d'accord, OK. Alors, venez avec nous et regardez les radios. Voyez-vous, là, c'est là, dans le cerveau, en plein centre, c'est une blessure là, très sournoise, très grave. Vous allez rester avec elle tout ce temps-là. Ne vous éloignez pas d'elle. Là, ils disent c'est un bloc opératoire, puis on dit on peut rien vous promettre. Ça se peut qu'elle meure d'un instant à l'autre. Les 72 premières heures vont être extrêmement critiques. Ils m'ont répété plusieurs reprises si je comprenais bien qu'elle était entre la vie et la mort. Évidemment, je l'avais compris la première fois. Mais ils voulaient pour eux, c'était bien important que je comprenne qu'elle était dans un état critique. Et je ne pouvais pas comprendre comment est-ce que je pouvais être en train de dormir pas longtemps avant, puis tout à coup voir une de mes filles dans cet état-là. Ma fille, les problèmes étaient surtout mécaniques. C'était un pied, une cheville, un fémur, le dos.
Elle a eu des fractures au dos également. Alors, c'est de la progression, c'est des travaux d'orthopédie et puis de la physiothérapie là, extrême. Là. Ma fille a été 6 mois à l'hôpital. Elle doit être nourrie à tous les jours par intraveineuse. Puis ça, pour le moment, c'est pour le restant de ses jours, à moins d'une découverte. Là. Elle était entre la vie et la mort. Elle était paralysée. Elle est allée ensuite en réadaptation. Elle a appris à marcher. Elle a appris à faire les activités quotidiennes. Elle a réappris, en fait, toutes les fonctions de la vie. On ne sera plus jamais pareil, ça, c'est clair. Moi, je ne serai plus jamais pareil. Puis je pense que, je parle au nom des 2 autres pères, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui nous a marqué à la vie. Ça, c'est... moi, j'appelle ça qu'il y a eu comme une craque dans la porcelaine. Puis là, se recoller, mais il reste une craque. C'est l'image qu'on dirait qui m'apparaît. Là. Le pot, il a été cassé une fois. T'sais. C'est la seule des 3 qui a souvenance de l'accident. C'est un peu comme des clips. C'est discontinué un peu, mais elle a des images. Elle a une bonne idée là, de l'atmosphère qui régnait dans la voiture. Je pense que tout le monde s'est écrasé. Il n'avait jamais roulé aussi vite là, en ville. La chose qui m'a frappé le plus, c'est qu'elle m'a expliqué qu'il y avait un silence là, dans la voiture pendant pratiquement tout le trajet. Là. Il y avait un petit climat de terreur, là, un gros climat de terreur qui est installé. Là. Elle a réalisé que, dans son cas, il y a des choses qu'elle aurait pu faire pour éviter cet accident-là. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était montée avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle ne comprenait pas qu'elle était montée alors qu'à sa disposition, il y avait un taxi, il y avait appelé le parent. À la limite, ils auraient pu marcher. Ils avaient des options dont ils ne se sont pas prévalus. Elle ne comprenait pas que, comme passagère dans cette voiture-là, elle n'est pas dénoncée. Pourquoi j'ai pas crié à tue-tête après lui pour le faire arrêter de ce qu'il faisait? Lorsqu'un véhicule roule à des vitesses excessives dans une zone de basse vitesse, à mon avis, ça devrait être perçu comme une agression, comme un viol, comme une agression contre les passagers. C'est peut-être plus subtil que se faire pointer un gun dans le visage, mais ça demeure tout aussi dangereux. 2000 livres d'acier qui se déplacent à 120 km/h contre un arbre, oui, c'est dangereux, ça tue, au même titre qu'un gun. Ça, c'est une chose qui l'accompagne tout le temps, c'est de dire, dorénavant, plus jamais. Quelqu'un qui fait quelque chose dans une voiture qui n'a pas de bon sens, je le dis tout de suite. Puis si ça fait pas mon affaire, là, arrête, moi, je débarque. Évidemment, c'est un conducteur. C'est sûr, il me semble que logiquement, ça devrait dire j'ai la responsabilité de 3-4 personnes avec moi. Je devrais, là, c'est pas moi, là, je mets la vie d'autres monde en jeu, je devrais être respectueux. Je devrais pas conduire si j'ai pas des capacités, si je me sens pas bien, je devrais pas faire le fou, parce que là, c'est pas juste ma vie. Dès que tu as une voiture entre les mains, tu peux frapper quelqu'un. À moi, je sais pas où t'es dans le désert, mais si t'es sur une route normale, il y a des gens en face de côté, donc tu mets la vie d'autres gens en danger. Ce qui détruit un individu, une vie, c'est un arrêt subi sur 18 pouces. Lorsqu'on va de 120 à 0 sur 18 pouces, oui, ça frappe, ça démolit un corps, des corps. Il y a des raisons aux limites de vitesse dans nos rues. Il y a une évaluation des risques qui a été faite par des professionnels et qui ont décidé qu'il y avait des limitations parce qu'il y avait des obstacles de part et d'autre de la rue. La question, c'est comment, à un moment donné, amener le plus possible les gens, mais tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup des jeunes, mais tout le monde. C'est-à-dire, soyez prudents, faites attention, puis réfléchissez, puis ayez conscience que vous pouvez créer un accident, vous pouvez blesser la vie de quelqu'un ou votre vie. Puis ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, tu peux pas revenir en arrière, c'est impossible. Tu peux pas reculer le tape, c'est dommage, mais c'est ça. Quand c'est fait, c'est fait.